Question des temps nouveaux. Un forum d'échange pour mieux saisir les réalités d'aujourd'hui et de demain. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Question des temps nouveaux ce dimanche va traiter d'un thème majeur qui alimente notre quotidien et qui pendant bien longtemps aura été source de conflits, entraînant parfois des conséquences dommageables et allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Il s'agit du foncier rural. En parler et comprendre les approches, les défis et les solutions liées à la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire, c'est ouvrir le débat et connaître suffisamment les motivations. Ce thème sera donc abordé par des spécialistes et non des moindres. Il s'agit de M. Francis Ngang. Il est le secrétaire général d'INADES Formation. Bonjour M. Ngang. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'honneur nous revient. M. Stéphane Leroubi, chargé de plaidoyer foncier rural à INADES Formation. Bonjour. Bonjour. Dr Gabriel Tarout, assistant technique à l'aide foncier. Bonjour. Bonjour. On parlera de l'aide foncier tout à l'heure, ce que ça recouvre, ce que c'est exactement. Monsieur, encore une fois, au nom de la direction, je vous dis merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour la méthodologie, je vous propose des centres d'intérêt suivants. On va d'abord définir et présenter le foncier rural, la sécurisation foncière, ce que cela recouvre, le cadre légal un peu de ces notions, la question de l'immatriculation des terres, les conflits fonciers, et puis on va essayer de proposer des solutions pour voir un peu quelles sont les perspectives un peu de la problématique que nous allons poser tout au long de ces 50 minutes d'échange et de débat. Mais avant toute chose, il serait intéressant que nous nous mettions tous d'accord sur la compréhension du foncier rural. C'est quoi exactement le foncier rural? Monsieur Ngang? Oui, merci. Bien sûr que les textes de l'État de Côte d'Ivoire définissent de manière officielle ce que c'est le foncier rural. Si nous nous référons à la loi foncière de 98, ça définit le foncier rural de la manière suivante. C'est un domaine foncier composé déjà de terres qui appartiennent à l'État. C'est un domaine qui constitue aussi des terres qui sont des propriétés des collectivités décentralisées, des terres du domaine concédées par l'État à des particuliers, ça peut être des entreprises comme des individus, mais surtout des terres du domaine coutumier, qui fait véritablement le gros du foncier rural. Quand on parle véritablement de la sécurisation du foncier, c'est cet aspect qui est le plus important. Ça veut dire les terres du domaine coutumier, ça veut dire les terres rurales qui sont l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent les droits coutumiers conformément à la tradition ou cédés aux tiers. Ce qu'il faut ajouter à cette définition de l'État est que, en réalité, cette définition faire en sorte que le domaine foncier rural devient un domaine résiduel. Ça veut dire, quand on aurait pris en compte le domaine urbain qui est en expansion, ce qui reste devient le domaine rural. Donc c'est un domaine hors du domaine de ce qu'on appelle le domaine public, le domaine urbain. C'est hors des périmètres aménagés, c'est hors des forêts classées et des zones officiellement réservées pour les travaux publics, les routes et tout. Voilà ce que c'est alors défini de manière officielle comme le domaine foncier rural. Le foncier rural. Alors, on est d'accord là-dessus. Tout le monde, tous les invités ici sont d'accord avec cette définition. À moins que vous ayez à ajouter quelque chose, monsieur Stéphane Leroubi. Non, je pense que c'est la même définition. Pour faire définir le domaine foncier rural en Côte d'Ivoire, il faut partir des textes. C'est ce que M. Ngang a essayé de faire. Et donc, en dehors de cette définition, nous n'avons pas une autre définition à ajouter. Seulement qu'on peut rebondir sur d'autres aspects. Voilà, d'autres aspects qui sont liés notamment à la sécurisation. D'accord. Docteur? Je pense que M. Ngang a tout dit, puisque en termes de définition, il s'est référé à un contexte bien précis, celui défini par la loi. Et donc on y voit tous les éléments afférents à ce concept-là. Donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, docteur, M. Ngang a parlé de la loi de 98. C'est le repère qui est d'actualité toujours, je pense, aujourd'hui. Oui, effectivement. La loi de 98 relative au domaine foncier rural, cette loi, c'est le cadre qui définit ce que c'est que le foncier rural, sa gestion
et tout ce qui comporte sa sécurisation et toutes les activités et les actions qui sont liées au domaine foncier rural. D'accord. On reviendra sur le cadre légal tout à l'heure. Après la définition du foncier rural, comment comprendre la sécurisation foncière? Oui, la sécurisation foncière, c'est aussi définir. Par sécurisation, ça veut dire c'est la mise en sécurité en réalité. C'est ce qui permet à ce que ceux qui ont droit, les propriétaires, puissent jouir de leurs biens sans s'inquiéter, qu'ils soient à mesure d'investir et de développer leurs biens fonciers ruraux sans être inquiétés et qu'il n'y ait pas donc de conflit sur les opérations et des transactions qui peuvent avoir lieu sur ces biens fonciers ruraux. Donc par sécurisation, c'est donc l'ensemble des processus et des actions et des mesures de toute nature visant à permettre à l'utilisateur et aux détenteurs des terres rurales de mener efficacement leurs activités productives en les protégeant contre toute contestation ou trouble de jouissance, selon ce que la loi dit. Alors justement, je l'ai dit en introduction, vous êtes secrétaire général d'INADES Formation. Exactement. C'est votre matière de travail, le foncier rural? Ça fait partie des thèmes sur lesquels nous investissons depuis 2010 en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Alors, pour comprendre, permettre à l'auditeur de comprendre un peu ce que vous faites, quel est votre domaine de définition? C'est quoi exactement votre travail? Alors, INADES Formation, l'Institut africain pour le développement économique et social, est une ONG panafricaine fondée depuis 1962. Donc, nous avons aujourd'hui plus de 55 ans, à peu près 55 ans d'existence. D'ailleurs, nous sommes honorés puisque c'est en Côte d'Ivoire que l'INADES Formation a été fondée. C'est ici que se trouve le siège. Et nous sommes implantés directement sur le terrain dans 10 pays en Afrique. Notre domaine de travail, c'est avant tout le domaine rural dès le départ, avec un accent sur la production agricole. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme une ONG qui promeuve des alternatives de développement parce que les défis aujourd'hui sont nombreux et on voit que le chemin emprunté pour le développement de notre continent n'est peut-être pas tout le temps le meilleur des chemins parce qu'il y a plein de défis qui sont là et si nous suivons un peu le courant de ce qui se passe aujourd'hui avec un peu la course effrénée vers le profit et le bénéfice et l'individualisme et tout, on se rend compte qu'on ne pourra pas s'en sortir comme société. Alors donc INADES Formation se positionne aujourd'hui comme une institution de proposition des alternatives de développement qui doivent être inclusives, qui doivent être basées sur la solidarité, qui doivent être basées sur le respect de l'environnement, qui doivent mettre l'homme au centre des préoccupations de développement comme l'auteur, acteur et bénéficiaire des produits du développement. Est-ce que ces propositions sont toujours acceptées et, bon, j'allais dire, mises en œuvre par les gouvernements des pays dont vous avez la charge? C'est un combat permanent et bien sûr c'est pas INADES seul qui est sur ce combat, c'est peut-être ce qu'on peut dire le combat des altermondialistes, ceux qui essayent de créer des alternatives à la mondialisation à outrance. Qui met en avant la libéralisation sans frein des économies africaines et la privatisation de tout. Même ce que Dieu nous a donné en legs à tout le monde, ça devient des propriétés privées. Donc, nous nous joignons donc à ce mouvement altermondialiste pour essayer, dans la mesure du possible, de proposer des alternatives. Et sur la question du foncier, par exemple, pour l'exemple de Côte d'Ivoire dont nous sommes en train de parler, nous nous disons, oui, il faut bien sûr qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait la sécurisation, mais on doit s'assurer qu'il y ait une gouvernance inclusive et équitable, de telle sorte qu'il n'y ait pas des segments des populations délaissées, surtout les populations rurales qui n'ont pas les moyens colosses que les autres ont, surtout si on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a le phénomène de l'accaparement des terres qui est là
qui consiste, j'allais dire, qui est un phénomène par lequel les grandes entreprises, des individus puissants s'octroient de vastes étendues de terres en milieu rural. Or, c'est le moyen d'existence par excellence des populations rurales qui en ont besoin pour les activités agricoles. Et donc, ce combat, quelque part, nous pensons que ça porte le fruit. En Côte d'Ivoire, le travail que nous faisons sur le foncier aussi, nous devrons aussi être reconnaissants. Nous pensons que, surtout le ministère de l'Agriculture qui a en charge la gestion du foncier, et quelque part très attentif aux propositions que nous faisons. Et nous sommes heureux que quelque part certaines des propositions que nous avons faites par le passé sont soit en cours d'être prises en compte ou ont déjà trouvé des échos favorables auprès du gouvernement à travers surtout le ministère de l'Agriculture qui a la charge de la gestion du domaine foncier rural. Alors où en est-on aujourd'hui avec justement les recherches sur ce sujet? Aujourd'hui, par exemple, de vos recherches, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur la question du foncier justement? Oui, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Que l'État fait beaucoup d'efforts pour réglementer ce secteur du foncier rural, pour la sécurisation du foncier. C'est l'une des priorités du gouvernement, surtout que le gouvernement reconnaît que l'agriculture est le secteur prioritaire, est un secteur prioritaire pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'investit vraiment activement sur la question de la sécurisation foncière. Nos études montrent, bien sûr, qu'il y a, depuis que la loi 98 a été votée, bon, en 98, bien sûr, avec les décrets d'application, qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On peut se dire, oui, on a eu, depuis 2000 jusqu'en 2010, il y a eu la période de crise que tout le monde connaît, et qui a eu un ralentissement de cet effort de l'État. Mais depuis 2010 à ce jour, il y a beaucoup d'avancées qui ont été enregistrées, notablement le vote de la nouvelle constitution qui consacre un article, l'article 12, sur la question foncière. On y reviendra. Qu'on pourra y revenir, ainsi de suite. Il y a eu la création de l'agence foncière rurale, qui est une avancée à notre point de vue. Il y a eu la mise en place d'un comité de relecture du cadre juridique, institutionnel, opérationnel du foncier, parce qu'il y avait des conflits et des contradictions dans le dispositif, qui est un avancé aussi à notre avis. Il y a eu bien sûr aussi le vaste programme de l'État auquel les PTF, les partenaires techniques et financiers sont en train de contribuer. Le programme de sécurisation foncière, c'est un vaste programme avec beaucoup d'argent qui entre, avec surtout l'accent mis sur la délimitation des territoires villageoises, la mise en place du système géodésique, la mise en place du système d'information sur le foncier. Et nous pensons que ces éléments sont des éléments cadres et essentiels à la sécurisation foncière. Et l'État, à notre avis, fait des efforts notables dans ce sens. Monsieur Stéphane Loroubi, oui. Vous êtes chargé de plaidoyer foncier rural à INADES formation. Ça veut dire quoi? Le thème plaidoyer à INADES, nous le situons à un niveau opérationnel de nos activités. Sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que les activités que nous menons pour l'accompagnement des communautés, des populations, sur les questions agricoles, à un moment donné, ne trouvaient pas de solution. Les gens étaient braqués? Non, simplement parce que soit le cadre juridique n'existe pas, ou le cadre juridique est défaillant, ou le cadre juridique appelle à être amélioré. C'est dans ce cadre-là que nous nous positionnons à travers des études terrain, des éléments de recherche pour améliorer, faire des propositions à l'État, aux décideurs, pour que ces propositions soient prises en compte pour améliorer l'accompagnement, pour améliorer le cadre même de fonctionnement du système foncier en Côte d'Ivoire. C'est un homme de terrain, oui, n'est-ce pas? Docteur Gabin Tarout, assistant technique à l'aide foncière.
Ça veut dire quoi exactement? Merci beaucoup. Alerte foncier veut dire Association libre d'experts et réformateurs sur la thématique du foncier. C'est une plateforme qui a été créée en 2015 et qui comprend les organisations de la société civile qui ont décidé de réfléchir sur les questions foncières, c'est-à-dire accompagner l'État dans sa politique de sécurisation foncière, en réfléchissant sur le cadre institutionnel et juridique et également la mise en place de la loi de 1998. Donc c'est un peu des ONG qui, à partir des études effectuées, à partir des travaux effectués sur le terrain, essayent d'apporter leur contribution à l'État dans la sécurisation foncière. D'accord. On va revenir à notre cadre légal, je vous le disais. Vous aviez parlé de la nouvelle constitution, notamment de l'article 12 aujourd'hui. Oui. Que dit cet article 12? Est-ce qu'il vient mettre en cause la loi de 1998? Non, l'article 12 vient consolider et donner un peu plus de force à la loi 98. Bien sûr, il y a deux éléments importants que mentionne l'article 12 de la nouvelle Constitution. La première chose, c'est réaffirmer que les terres du domaine rural ne peuvent être détenues que par des nationaux. Ça veut dire des personnes morales ou physiques de nationalité ivoirienne. Ça, c'est la première chose. Ce qui était déjà à l'article 1 de la loi foncière 98. Mais le fait qu'on le place au niveau de la Constitution, ça lui donne beaucoup plus de poids. Parce que ça ne serait pas... avec la loi 98, ça pouvait être plus facilement révisé à travers l'Assemblée et tout. Mais pour modifier la Constitution, vous savez, c'est tout un processus. Donc, ça rend ça vraiment plus solide. La deuxième chose, c'est le fait que l'article 12 aussi reconnaît, même si c'était déjà de manière implicite et bon, pas trop clair dans la loi 98, reconnaît les droits acquis. Ça veut dire ceux qui avaient les droits acquis, qui ont des droits acquis sur le foncier rural, nonobstant la limitation qui dit il faut être de nationalité ivoirienne, les droits acquis sont donc maintenus. Et je pense personnellement que cette partie donne une garantie beaucoup plus à la paix sociale pour la Côte d'Ivoire. M. Lourubi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter à ce que M. Ngang vient de dire, que le fait de constitutionnaliser la question foncière au niveau de l'article 12 vient mettre fin au débat sur les questions de propriété. Parce que la loi de 98, en son article 1er, définit toutes les personnes qui doivent ou qui peuvent être propriétaires fonciers en Côte d'Ivoire. Et il y avait eu beaucoup de discussions en son temps sur les questions des nationalités. Quand on a introduit la question de la nationalité en même temps à l'Assemblée nationale avec la question de la modification de la loi, et toutes ces supputations-là viennent être, j'allais dire, aplanies définitivement par la Constitution, de sorte qu'il n'y a plus à discuter sur qui peut être propriétaire ou non sur les questions foncières. Alors vous qui êtes un homme de terrain, pourquoi le foncier rural a toujours été source de conflits? Oui, nos études que nous avons menées sur le terrain nous ont permis de comprendre les difficultés liées à la question du foncier. D'abord, il faut dire que le foncier rural est généralement une propriété lignagère. Propriété lignagère dont la gestion est confiée à des individus. Les différentes transactions liées à l'accès à ces terres, aux fonciers, aujourd'hui sont source de problèmes. Mais au-delà de tout ça, nous avons relevé un certain nombre de difficultés, notamment par rapport à l'application de la loi de 98. Ces difficultés sont, j'allais dire, d'ordre anthropologique, qui sont la question de la propriété des terres. Il y a aussi la question des conflits fonciers qui sont aussi un frein aux procédures, j'allais dire, d'identification des terres. Justement, pourquoi les conflits fonciers? C'est ça, c'est l'origine de ces conflits, justement.
Alors, en fait, oui, pourquoi le foncier est-il source de conflit? Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Non, on le dit, mais au moins ça existe ici. Ça existe ici, ça existe. C'est pour dire, au fait, c'est pour dire la terre a été toujours un objet de convoitise. Ça, c'est clair partout dans le monde. Les conquêtes dans le monde, c'est les conquêtes de l'espace. Et l'espace, c'est la terre. Parce que la terre, d'abord, ce qu'on appelle la souveraineté des nations, c'est par rapport à la terre. C'est cet espace, c'est cette terre qui définit la question de souveraineté. Maintenant, la terre, oui, ça a des fonctions économiques. Ça veut dire, c'est ça, les premiers économistes ont dit, les moyens de production, c'est un des premiers moyens de production reconnus par les économistes. Ça a une valeur culturelle, parce que on se définit comme Akan et tout le reste, parce que nous avons un espace, une terre, et sur lesquels nous reconnaissons nos forêts classées, nos dieux à nous traditionnels et tout. La terre, d'autres l'appellent la terre nourricière. On ne peut pas vivre, c'est la terre qui nous donne à manger. Même les minéraux dont on parle. Donc, ça veut dire des sources de conflit autour de la terre, c'est parce que c'est un bien convoité par beaucoup pour diverses raisons. Et donc, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est pas propre au foncier rural en Côte d'Ivoire, c'est partout. Bien sûr que la question a été un peu exacerbée en Côte d'Ivoire à travers un certain nombre de mécanismes sociaux qui sont là, qui ont très vite réveillé des passions, des débats sur cette question foncière, avec des crises successives que nous avons connues, avec les migrations des populations qui viennent pour augmenter la pression foncière sur la terre, ainsi de suite. Et aussi l'immigration des autres pays limitrophes de la Côte d'Ivoire qui se sont installés sur la terre, ainsi de suite, qui ont fait que, bon, la question en Côte d'Ivoire est un peu plus chaude que dans d'autres pays. Mais sinon, la terre, comme je l'ai dit, c'est fait toujours objet de convoitise partout dans le monde. Alors, je reviens à vous, docteur Tarout, assistant technique à l'aide foncière. Est-ce que ce n'est pas la gestion du foncier rural qui pose problème, malgré toutes les réformes mises en place, etc. Est-ce que vous faites le même constat? Effectivement, j'ai fait le même constat que vous. Toutes ces questions liées au conflit foncier sont en rapport avec la gestion du foncier. Et c'est un constat que je partage avec vous. Parce que c'est dans la gestion que l'on arrive à déceler tout un ensemble des difficultés liées à l'accès à la terre. Parce que quand on parle de gestion, c'est comment avoir accès à cette terre-là. Et quelles sont les instances qui sont présentes, qui régulent l'accès à la terre. Et c'est là, le plus souvent, qu'il y a des difficultés. Je voulais un peu approfondir la question relative à la gestion du foncier rural, pour entrer un peu dans ce que moi j'appelle le pluralisme juridique. Voilà. Vous partez par exemple dans une localité, vous avez deux instances qui se chevauchent. Il y a la dimension, la gestion traditionnelle, contrôlée par les chefs coutumiers, et il y a le droit étatique qui se chevauche. Et souvent, les décisions qui sont prises dans la gestion sont plus ou moins contestées, soit par la partie traditionnelle, ou soit par des acteurs qui ne se reconnaissent pas, par exemple, mais les décisions prises par l'État, par exemple. Donc, ce pluralisme juridique qu'on observe au niveau de la gestion du foncier est également à la base des conflits. Donc, la problématique se situe au niveau de la gestion du foncier. Suivre, ou bien après M. Stéphane Leroux, est-ce qu'en rapport avec ça, on peut dire que l'article 12 de la Constitution vient régler tous les problèmes? C'est la fin des conflits, que c'est cela exactement qu'on doit comprendre. C'est pour faciliter la compréhension de Non, on ne peut pas l'affirmer ainsi. La Constitution n'est qu'un cadre de référence, comme on veut le dire. Le dispositif institutionnel, légal et opérationnel de gestion foncière est constitué d'abord par la loi de 1998. Ensuite, il y a les décrets d'application qui clarifient un certain nombre de choses au niveau de la gestion foncière. Il y a les institutions qui sont là pour gérer. Il y a aussi des éléments opérationnels qui sont là sur le terrain. Donc, c'est pas la Constitution, c'est beaucoup plus la loi 98. Bien sûr qu'il y a on peut aussi dire qu'il y a des institutions comme
bon, les tribunaux qui sont là pour aussi s'intéresser aux questions des litiges fonciers et tout. Il y a des dispositifs traditionnels qui sont là, avec les chefferies traditionnelles reconnues déjà, donc la Constitution reconnaît le rôle, qui gère aussi les conflits fonciers au niveau local. Donc, la Constitution n'est pas suffisante. Il y a donc tout ce dispositif de sécurisation qui est là, reconnu par l'État, mais il faut aussi dire que ce qu'on appelle le dispositif moderne est venu s'agreffer sur un dispositif qui existait déjà, qui est le dispositif traditionnel. Et il faut peut-être que quelque part, qu'il y ait aussi que l'État puisse aussi le faire, continuer de promouvoir ce système. C'est déjà un pas qui est fait avec la Constitution en reconnaissant l'autorité des chefs traditionnels en matière de règlement des conflits, donc des conflits fonciers. Mais il faut aller au-delà, de telle sorte qu'il y ait une articulation entre les structures modernes et les structures traditionnelles de gestion du foncier et de règlement des conflits en la matière. Parce qu'il n'y a pas plus connaisseurs du foncier que les chefs traditionnels, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Comme on le dit, c'est un domaine du ressort coutumier reconnu par la loi. Alors, on va poursuivre notre émission. Bien sûr, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'immatriculer justement les terres. La question de l'immatriculation des terres nous arrive comme l'espoir. Là, d'abord, comment peut-on immatriculer? Comment immatricule-t-on? C'est vrai que le ministère de l'Agriculture n'est pas représenté sur ce plateau, mais vous êtes aussi des spécialistes, vous pouvez quand même en dire un mot. Je commence par M. Stéphane Louroubi. Ok, merci. Alors, l'immatriculation, selon le décret numéro 99-594 du 13 octobre 1999, fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi, numéro 98-750 du 23 décembre 1998, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de certification et la phase d'immatriculation. La phase de certification, comment elle se fait? Il y a ce qu'on appelle la demande d'enquête qui est adressée au sous-préfet compétent en sa qualité de président du comité de gestion foncière rurale. Et dès l'exception de cette demande, le sous-préfet va désigner un commissaire enquêteur sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et des ressources animales. Ensuite, le préfet va déclarer l'ouverture de l'enquête par affichage dans sa sous-préfecture. Et le commissaire enquêteur qui va constituer une équipe d'enquête qui comprend un représentant du village et aussi le demandeur pour mener ces enquêtes. Et après ces enquêtes, ils vont faire un constat des limites qui va être établi par l'opérateur technique agréé suivant un formulaire qui est bien défini. Et ensuite, cette enquête va être validée et préparée pour publicité. Une fois faite, on va passer à l'établissement du certificat foncier et qui sera soumis à la signature du préfet. Donc, après cette première phase, on obtient le certificat foncier. Mais on ne s'arrête pas là. La loi de Côte d'Ivoire dit qu'il faut aller à l'immatriculation. Donc, le détenteur légal du certificat foncier dispose d'un délai de 3 ans pour requérir l'immatriculation. Donc, il va faire une requête d'immatriculation et remis au directeur départemental de l'agriculture qui va suivre son cours du préfet jusqu'au ministre de l'agriculture et des ressources animales pour contrôle et transmission au conservateur de la propriété foncière. Et là, vous avez le titre foncier. Voici un peu toute la procédure.
Alors cette question d'immatriculation des terres pourrait être ce qu'on attendait depuis. Ça résout quel problème, M. Ngang? Ça peut résoudre quel problème? Ça peut résoudre un problème parce qu'on aura au moins, à notre point de vue, un document physique qui atteste quelque part, que ce soit le certificat foncier ou le titre foncier, qui atteste de la propriété des terres. Oui. Ça veut dire, on peut se référer à ça pour dire telle terre appartient à tel, à tel, à tel, à tel, à tel, à tel. Ça devrait pouvoir arriver à ça. Donc il y aura ce qu'on a appelé la formalisation par écrit des droits sur les parcelles de terres en milieu rural. Bien sûr que ça n'a pas toujours été compris, bien sûr par les populations, à juste titre d'ailleurs, parce que les traditions aussi, la terre, bon, nous l'empruntons, comme le dit la tradition, et les populations voient d'un mauvais œil pourquoi on doit aller chercher un papier pour la terre. Mais nous pensons que oui, la formalisation de ça pour les questions de référence peuvent éventuellement réduire et limiter les conflits parce qu'il y aura quelque chose qui atteste qui est les limites et les bancs. Je retiens une chose, c'est que vous parlez de limite des conflits. Limite des conflits, parlons de la question de l'immatriculation. Ça peut limiter les conflits. Je dois comprendre que ça ne peut pas les résoudre. Ça ne peut pas les éliminer, ça peut pas les éliminer complètement. Ça aussi, ça serait illusoire. Là où il y a des hommes, il y a toujours des... Il y a toujours des conflits. Mais ça devrait pouvoir limiter les conflits. Et aussi permettre de faciliter la résolution des conflits éventuellement. Mais ça ne peut pas complètement éliminer les conflits en matière du foncier. Même, prenons le cas des situations en ville. Il y a presque toutes les terres en ville, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y ait pas de conflit sur ces terres. On a la terre, j'ai le certificat, mais quelqu'un a empiété sur mon terrain. Ça, c'est toujours un conflit. Malgré que nous ayons les papiers, il y a ce conflit qui peut être né. Maintenant, au sein des familles, quand papa n'est plus, les enfants peuvent avoir des conflits. Qui prend la terre de papa, qui ne le prend pas. Donc, le certificat n'aurait pas résolu éliminé complètement la question de litige, mais ça aide à résoudre et aussi ça limite. Alors, monsieur le chargé de plaidoyer, justement, comment, pour qui, par qui se fera l'immatriculation des terres? Ou bien c'est faite l'immatriculation des terres? Alors, vous qui êtes un homme de terrain. Comme je le disais tantôt, j'ai déroulé la procédure. Il y a par qui le fait, quelle structure est habilitée à faire l'immatriculation des terres. Tout à l'heure, j'ai cité d'abord le ministère de l'Agriculture qui a en charge toutes ces questions de sécurisation foncière. Il y a aussi le ministère de la Sécurité avec les sous-préfets et préfets qui sont, des acteurs essentiels qui ouvrent les enquêtes et qui aussi émargent ou signent les certificats fonciers. Il y a aussi les communautés elles-mêmes, mais à côté de cela, il y a une structure essentielle qui est le comité villageois de gestion du foncier rural qui va attester de la propriété des terres, puisque dans ce comité, ce sont généralement les sachants au sein du village qui vont décider, qui vont attester de ce que la terre, cette terre-là est détenue par telle famille, par tel individu, de façon paisible et continue selon la loi. Et l'immatriculation se fait au niveau, se fait au profit des populations. Au profit des populations, nous également nous sommes au profit des populations, c'est pour ça qu'on est réunis sur ce plateau. Parler de la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire, approche, défis et solutions. Mesdames, messieurs, si vous me prenez en marche, c'est le thème de questions et temps nouveau de ce dimanche avec des spécialistes venus tout droit de l'UNADES. Docteur Tarout,
Quand on arrive à un tel niveau, on s'est dit, on travaille sur une matière qui est complexe, mais qu'est-ce qui est motivant dans ce travail? Merci bien. Vous parlez en général de la thématique. Je pense que ce qui est motivant, c'est qu'il faut voir un peu le tableau historique de la Côte d'Ivoire. Les questions foncières constituent des facteurs importants en termes de cohésion sociale et de paix. Et donc s'intéresser, par exemple, à cette thématique fait sens. Et c'est dans l'objectif d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à réaliser, par exemple, à aboutir à la sécurisation, qui constitue un élément motivant. Et c'est ce qui, aujourd'hui, incite les ONG, également les partenaires techniques et financiers, comme l'a dit M. Ngang, à également œuvrer pour la mise en œuvre de la loi, pour la réalisation de l'immatriculation. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt, et pour le paysan. Allons-y. Ouais, effectivement, si je reviens un peu sur l'immatriculation, vous voyez un peu, quand vous prenez un peu les objectifs de la loi, vous verrez qu'il y a la partie sécurisation, réduction des conflits, mais il y a également la partie où l'État veut encourager un marché foncier également. C'est-à-dire que pour inciter les gens à investir, parce que quand on s'inscrit dans la théorie économique où les gens, les tenants de cette théorie disent qu'aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas de titre de propriété en tant que tel, et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas accès, par exemple, au crédit. Vous voyez. Donc, il y a ce volet-là. Hein, quand vous regardez dans les objectifs, vous verrez que l'objectif également, l'un des objectifs, c'est d'inciter à un marché foncier sécurisé, en quelque sorte. D'accord. On revient à la question alors. Quel est l'intérêt finalement, M. Ngang? Oui, l'intérêt de la sécurisation foncière, vous voulez dire? C'est ça, parce que l'immatriculation là est une sécurisation. Oui, c'est une sécurisation. Avec quel intérêt? Comme on l'a dit, l'objectif est clair, hein, c'est que les uns et les autres puissent jouir convenablement sans être perturbés de leur bien foncier rural. Mais il faut le savoir, comme on l'a dit, le foncier a un enjeu important au niveau du développement national. Et sécuriser ça veut dire sécuriser aussi les chemins vers l'essor de la Côte d'Ivoire. Mais pour nous, surtout en tant qu'INADES Formation, l'intérêt de ce travail, c'est, comme on le dit, nous pensons que les biens communs, parce que nous considérons la terre comme un bien commun, pas comme un bien privé, doivent être mis au service de tous. De la collectivité. De la collectivité. Et que les phénomènes comme l'accaparement des terres et tout ne devraient pas avoir lieu et que les producteurs agricoles, les paysans, le monde rural ne devraient pas être expropriés des terres. Et on voit qu'il y a pas mal de certaines de ces des choses qui se passent actuellement qui conduisent à cela. Et on espère qu'à travers le dispositif de sécurisation, on aurait suffisamment de garantir que les populations que les droits des communautés locales sur leurs terres vont être respectés. Ça nous amène à notre dernier chapitre, justement, le conflit foncier. Est-ce qu'il en existe encore? Quel est l'état de lieu, M. Ngang? Non, les conflits fonciers, il y en a encore. Aujourd'hui encore, à fin mai 2017 Oui, bien sûr, il y a toujours des conflits de divers ordres. Hein. Il y a d'abord ce que j'aime dire tout le temps, peut-être que les autorités ne sont toujours pas d'accord avec moi à ce sujet. Il y a d'abord le conflit entre l'État et les populations. Parce que historiquement, avant la naissance de l'État, les populations existaient. La terre leur appartenait. Et après, bon, bien sûr, avec l'introduction de ce qu'on appelle le dispositif moderne de gestion foncière, l'État sait, à travers tous ces mécanismes, attribuer des terres. Mais ces terres-là appartiennent à des communautés. Il y a ce conflit latent qui est là.
Vous savez que pour certaines forêts classées, les populations ne sont pas d'accord. Pour certains projets de développement, des terres concédées, les populations ne sont pas d'accord. Donc, il y a ce conflit qui est là, qu'il va falloir que l'État s'asseye avec les populations pour régler ça une bonne fois pour toutes. C'est le gros même des conflits. Maintenant, il y a les conflits aussi qui sont générés aujourd'hui par le fait que les élites qui sont en ville veulent aussi prendre beaucoup de terres parce que la terre commence à gagner en valeur pour des raisons spéculatives, ainsi de suite. Tout le monde va avoir une plantation d'EVA, tout le monde pour les vieux jours et tout. Et donc ça aussi, ça génère beaucoup de conflits. Et parce que la terre, effectivement, prend de la valeur, même ceux, comme vous venez de le dire, à l'Ouest, qui avaient déjà, à travers des arrangements, cédé à des tiers, vient revendiquer ces terres. Et donc tout ça doit être réglé et ces conflits-là sont là. Et parfois, la procédure de sécurisation réveille des conflits qui étaient latentes, qui étaient dormantes. Parce qu'une fois que quelqu'un veut avoir un papier sur la terre, les autres, pour le bloquer, commencent à sortir des vieilles histoires pour dire tu n'as pas le droit, ce n'était pas ta terre. Bon, même dans le cadre traditionnel du tutorat et toutes ces questions-là. Donc ça existe toujours et ça mérite qu'on y penche. On y pense, mais je pense que vous avez votre rôle à jouer à ce niveau-là. Monsieur le chef du plaidoyer. Quelles propositions concrètes pouvez-vous faire pour régler de façon durable justement ces conflits? Oui, merci. Avant même de faire des propositions, il faut d'abord saluer les initiatives qui sont en cours, les initiatives de l'État, notamment la création de l'AFOR, l'Agence de foncier rural, la nouvelle constitution qui, en son article 12, définit un peu le cadre de la propriété foncière. Il y a la stratégie de communication sur le foncier, parce qu'un des problèmes qu'on connaît, c'est le fait que les populations ne savent pas, ne connaissent pas la loi foncière, ne sont pas suffisamment informées sur ces questions-là. Donc une stratégie de communication est en cours. Et aussi, l'État a mis en place une commission de relecture des textes juridiques pour une mise en cohérence. Et cela est à saluer. Il y a aussi la question du programme de sécurisation foncière que nous avons, qui est en cours en ce moment, la délimitation des territoires villageois et la certification des terres individuelles. Alors, comme proposition, il faut pour nous, comme M. Ngang tentait d'expliquer tout à l'heure, le contentieux qu'il y a entre les communautés, les populations et l'État, il faut solder ce contentieux-là pour que, définitivement, les uns et les autres sachent exactement qui est propriétaire de quoi. Et il faut également mettre en cohérence les comités de gestion foncière rurale avec l'organisation sociale, ce que les sociologues appelleraient l'enchâssement social. C'est-à-dire quoi? Que ces structures techniques doivent épouser les formes de gouvernance locale, de sorte qu'il n'y ait pas de contradiction dans la clarification des droits. Alors dans ces propositions, vous avez parlé de vider le contentieux. Ce contentieux va se faire toujours avec les autorités villageoises. Ce sera un parti pris, parce qu'on ne peut pas être arbitre et joueur. Docteur? Je pense qu'il faut mettre en relation les deux acteurs. On ne peut pas prendre une décision à la place de l'autre. Donc il faut vraiment des concessions de part et d'autre. On va aboutir à un consensus qui arrange les deux parties. Alors, et quelque part, pour ce contentieux, il faut le dire, c'est d'abord, je pense, l'humilité de reconnaître qu'il faut qu'on s'asseye pour se parler, que les autorités puissent parler avec les communautés. Et ça ne demande pas grand-chose. La loi reconnaît les mécanismes de règlement de ce genre de choses, que l'État reconnaît que oui, la terre appartenait à telle communauté et que selon les dispositions de la loi, il y a ce qu'on appelle la purge des droits.
Dans la purge des droits, comme on le fait à Yamoussoukro, c'était des terrains villageois, qu'on fait la purge des droits comme il se doit. Et donc là, ça ne devrait pas être grand-chose, mais surtout qu'il y ait cette reconnaissance et ce dialogue avec les communautés locales pour qu'il y ait une entente parfaite. Oui, mais aussi, pendant longtemps, il y a eu des difficultés, des obstacles à l'application de cette même loi de 98. Exactement, parce qu'il y avait, à notre avis, le premier facteur, c'est la communication autour de cette loi. Ça veut dire, est-ce que l'information et la bonne information étaient parvenues aux populations? Aujourd'hui, nous avons le grand médiateur. Il peut jouer un rôle important dans cette médiation entre les populations, et les communautés et l'État pour que ces questions-là soient réglées une bonne fois pour toutes. Mais dans les propositions de l'INADES, c'est une impression, je ne veux pas vous mettre des accusés, j'ai l'impression que vous remettez en cause les arrangements fonciers. Pas du tout. Pas du tout, puisque nous sommes là, comme nous avons dit, c'est pour contribuer à ce qu'il y ait de la sécurisation. Nous ne mettons pas en cause les arrangements fonciers, ça veut dire les domaines de l'État. Nous faisons un constat scientifique sur la base des études que nous avons conduites sur le terrain. Nous faisons un feedback objectif à l'État et nous le faisons sans parti pris. C'est d'abord ça, pour que l'objectif général, et que nous partageons déjà avec l'État, c'est qu'il y ait la terre qui est un objet important dans le développement de la Côte d'Ivoire, puisse servir à tous. L'État, bien sûr, les collectivités décentralisées, oui, mais et aussi les populations locales. Et que les intérêts de ces populations, qui parfois ne sont pas aussi puissants, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les puissants sont en train de prendre la terre pour des raisons spéculatives, pour investir au détriment de nos parents au village. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je voulais rappeler que nous parlons du foncier rural, la civilisation foncière en Côte d'Ivoire approche, défis et solutions. Avec nos invités, Dieu merci, les conflits fonciers ne sont pas du seul apanage de la Côte d'Ivoire. Bien entendu, c'est dans tous les pays au monde. INADES Formation, qui est une ONG d'accompagnement pour que l'État règle au mieux le foncier rural à travers la sécurisation, l'immatriculation du foncier. Alors, on va terminer avec peut-être un tour de table qui serait une sorte de conclusion de chacun d'entre nous pour ces 50 minutes d'échange. On va commencer par le docteur Gabin Tarout. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Radio Côte d'Ivoire pour l'opportunité qui nous a été donnée aujourd'hui de venir échanger sur les questions foncières chez la Côte d'Ivoire. En termes de conclusion, je pourrais dire que la terre est là où nous tirons de quoi nous nourrir et également c'est là où nous reposons. Il est important que l'État, dans la mise en œuvre de sa politique de sécurisation foncière, tienne compte des propositions le plus souvent faites par les ONG. Par les ONG également s'inscrivent dans un processus participatif, c'est-à-dire en intégrant les ONG, les populations locales et autres, pour prendre des décisions idoines pour aboutir à la cohésion, à la paix et à l'équité. Merci à vous, docteur Gabin Tarout. Je rappelle que vous êtes assistant technique à l'aide foncier. Monsieur Stéphane Leroubi. Oui, à la suite du docteur, pour paraphraser Antoine de Saint-Exupéry, qui dit que la terre que nous avons, nous n'héritons pas des terres, mais nous les entretenons pour les générations futures. Et pour ce faire, les parties en présence, notamment l'État, les populations, doivent s'engager mutuellement dans cette course pour qu'il y ait une certaine harmonie au niveau même des deux modes de gestion, le mode de gestion traditionnel et le mode moderne. Pour ce faire, nous pensons qu'une gouvernance foncière locale est véritablement la bienvenue au fin de clarifier les droits des uns et des autres pour que la certification, l'immatriculation, la sécurisation, en un mot, soit faite au profit des communautés pour aller vers la cohésion sociale et la paix. Merci à vous, M. Stéphane Leroubi, chargé de plaidoyer foncier rural à INADES Formation.
Le dernier mot vous revient, M. Francis Ngang. L'honneur nous sommes véritablement honorés d'être là pour cette émission. Nous saluons véritablement l'ouverture de la RTI pour nous accueillir et qui s'est intéressé à cette problématique. En conclusion, je dirais 2 ou 3 petites choses. La première chose, c'est de réaffirmer que la question de la sécurisation, elle est importante. Et pour les communautés, et pour l'État, et pour les ONG, et pour la société civile, pour nous tous. Et que nous tous, nous devrions donc contribuer à faire en sorte que la sécurisation du foncier rural soit une réussite. Deuxième chose, je dirais, ça serait important aussi qu'on se le dise, bien sûr que la loi 98 dit, nous allons donc passer, essayer de moderniser, passer de la gestion coutumière à la gestion moderne de loi. Et que la sécurisation passera par la transformation des droits coutumiers en droits modernes. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que le système traditionnel avait et continue de faire ses preuves en matière de sécurisation. Et donc, cette dimension doit être prise en compte. C'est pour cela que nous pensons qu'une attention particulière doit être prêtée à la question de la gouvernance locale du foncier, à la gouvernance foncière locale. On peut ajouter inclusif et tout. Troisième niveau que je souhaiterais évoquer, c'est, au fait, nous parlons de la sécurisation aujourd'hui, mais il faut déjà penser à la régulation demain. Bien sûr que traditionnellement, on se dit, écoutez, traditionnellement, la terre n'est pas accessible, on ne doit pas y vendre et tout. Mais la réalité est là, que la terre, le foncier rural fait l'objet de transactions et de transferts de propriété, moyennant aussi un retour. Et donc, quelque part, en termes économiques, on peut bien sûr parler de marché foncier. Et il faut donc au-delà de la sécurisation, que l'État commence aujourd'hui, dès à présent, à réfléchir sur la question de la régulation des transactions sur le bien foncier rural qui constitue, à notre avis, pour demain, source importante de conflits si aujourd'hui on finit avec l'étape de l'immatriculation. À tous, merci d'être venus partager ces quelques minutes avec nous pour parler de sécurisation foncière en Côte d'Ivoire, grâce à vos études, grâce à vos recherches. Et justement, grâce à ces mêmes études et ces mêmes recherches, nous parlerons peut-être dans un avenir proche de la sécurité alimentaire, pourquoi pas. C'est un autre thème aussi bien d'actualité que général. Nous allons évoquer tous ces problèmes. Cette émission s'achève. Mia Nestor et Yaoblé David ont manipulé la console technique à la réalisation Fleur Kofi, Paul Philippe. À très vite sur ces mêmes antennes. Merci de nous avoir suivis.